Merci, bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est une histoire qui démarre en 2004 à Londres, en Angleterre. Et Steve, il a besoin pour un projet académique de données géographiques. Alors, il s'adresse à l'Ordnance Survey. L'Ordnance Survey, c'est l'équivalent anglo-saxon de notre IGN, l'organisme public qui fabrique et qui entretient les données géographiques. Et il leur demande, pour son projet académique, de lui fournir ces données. Et la réponse de l'Ordnance Survey, c'est de lui faire un devis. De lui dire, si vous voulez, on peut vous fournir des données, mais il va falloir payer. Alors Steve, ça le met très en colère. Et il se dit, puisque on ne veut pas me fournir pour un projet académique des données qui sont financées avec de l'argent public, je vais fabriquer moi-même et de manière collaborative les données dont j'ai besoin et mais OpenStreetMap. Donc Steve et les premiers contributeurs et contributrices à OpenStreetMap, ils prennent leur GPS, ils prennent leur vélo, ils parcourent les rues les unes après les autres, ils tracent les rues, ils qualifient les rues, leur nom, leur largeur, la hauteur des ponts. Et OpenStreetMap commence comme ça. En fait, OpenStreetMap, c'est ça. Chacun dessine sa rue. Les rues s'assemblent pour faire des quartiers. Les quartiers s'assemblent pour faire des villes. Les villes pour faire des régions. Et à la fin, on a une carte du monde. En fait, OpenStreetMap, c'est d'abord une base de données géographique, mais c'est aussi un ensemble de ressources et de logiciels libres, parce que pour faire une base de données mondiale, il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur la manière dont on qualifie un hôtel, un restaurant, un défibrillateur, une ligne à haute tension, un point d'eau. Et donc, tout ça, c'est des ressources qui sont disponibles et partagées sous licence libre. Et puis des logiciels pour contribuer à la base de données, des logiciels pour interroger la base de données, des logiciels pour dessiner des cartes, des logiciels pour calculer des itinéraires pour toutes les modalités de transport possibles, des modalités pour surveiller la base de données et détecter les erreurs. Et OpenStreetMap, c'est aussi, et c'est très important, une communauté. Depuis 20 ans que OpenStreetMap existe, 10 millions de personnes se sont créées un compte pour contribuer à OpenStreetMap. Et ce que j'essaye de faire depuis pas mal de temps, c'est d'apporter ma contribution à l'élargissement de cette communauté en proposant à des entreprises, à des associations, à des collectivités de rejoindre la communauté OpenStreetMap. Et donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un focus sur cette animation de la contribution à OpenStreetMap. Et cette animation de la contribution, je vais la regarder à travers 3 niveaux de zoom, au niveau de l'individu, au niveau du groupe, et enfin au niveau du territoire. Alors, au niveau de l'individu, si on veut convaincre des personnes de rejoindre la communauté OpenStreetMap, il y a 2 leviers sur lesquels on peut agir. On peut essayer d'augmenter leur motivation à rejoindre la communauté OpenStreetMap, et on peut essayer de réduire les freins au fait qu'ils rejoignent la communauté OpenStreetMap. Concrètement, ça va être par exemple donner des cours à l'université. J'interviens depuis 4 ans à l'Institut universitaire de géographie alpine à Grenoble, auprès d'étudiants qui sont en master d'urbanisme, et je leur apprends à faire des requêtes sur les données OpenStreetMap pour leur projet. Et c'est Samir, il est étudiant en master à l'IGA. Je viens de leur apprendre à faire des requêtes pour retrouver tous les défibrillateurs sur la métropole de Grenoble, tous les sentiers de randonnée sur le parc naturel régional du Haut-Jura, ou encore tous les restaurants sur un centre-ville. Et Samir, qui a grandi dans une banlieue rurale d'Alger, zoome sur son territoire d'enfance et il fait une requête sur les points d'eau potable. Et puis il me dit, d'un air un petit peu provocateur, moi je vais faire une requête et ça va rien donner. Il exécute la requête et il retrouve tous les points d'eau de son village d'enfance. Et ça, c'est la puissance d'OpenStreetMap. Et ce que je pense, c'est qu'un étudiant qui a vécu ça et ses collègues qui ont assisté à ça, et demain, quand ils auront besoin de données, ils penseront peut-être
à OpenStreetMap. C'est Colette. Colette qui est élue dans une petite ville des Alpes du Sud. Et là, on est sur les freins. Colette vient d'assister à une conférence dans laquelle je présente et j'explique OpenStreetMap. J'explique que OpenStreetMap, c'est des contributeurs partout sur la planète qui peuvent intervenir, enrichir, compléter, corriger, mettre à jour la base de données. Et Colette me dit, alors c'est intéressant votre truc, mais si j'ai bien compris, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Nous, on est une mairie, on est des gens sérieux, on ne peut pas travailler avec une base de données sur laquelle n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de modération, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas de contrôle, ça ne va pas du tout. Alors ça va être de lui expliquer, ben oui, dans OpenStreetMap, effectivement, tout le monde peut contribuer, mais il y a des outils pour suivre les contributeurs, il y a des outils d'analyse qualité, notamment un outil qui s'appelle Osmose, qui toutes les nuits télécharge la base de données OpenStreetMap et exécute des requêtes pour trouver les erreurs, pour trouver les incohérences, pour trouver les manques. Et puis comme il y a 10 millions de contributeurs, contributrices répartis partout sur la planète, et ben, quand il y a un problème, on a une forte probabilité que quelqu'un le détecte et le corrige. Et donc du coup, l'enjeu, ça va être d'essayer de rassurer Colette pour qu'elle travaille avec sa ville sur OpenStreetMap. 4 ans plus tard, cette ville a sorti le plan de son réseau de bus. À l'époque, les réseaux de bus étaient gérés en régie municipale. Le plan de la ville avec les réseaux de bus a été construit avec OpenStreetMap. Et encore 2 ans plus tard, le plan touristique de la ville a été créé à partir des données OpenStreetMap. Donc ça, c'est réduire les freins. Et puis, dans les motivations, ça va être aussi parfois des anecdotes surprenantes. J'animais un atelier dans une petite médiathèque avec une dizaine de personnes pour leur expliquer OpenStreetMap. Et puis, à un moment, on propose de sortir sur le terrain et de tester une application qui s'appelle Street Complete. Street Complete, c'est une application que vous installez sur votre téléphone ou sur votre tablette et qui vous permet de contribuer directement sur le terrain à OpenStreetMap de manière ludique en répondant à des questions. Quelle est la hauteur de ce bâtiment? Quelle est la largeur de cette rue? Est-ce que cet arrêt de bus est éclairé? Dans ce groupe de personnes, il y avait un ado, Romuald, 14 ans. Au départ, il était là parce que sa mère l'avait forcé. Il n'était pas super enthousiaste d'être là. Et puis assister à une conférence, même si le conférencier déploie énormément d'efforts pour essayer d'être drôle et intéressant, voilà. C'était pas gagné. Et puis en fait, quand on est sorti et qu'on a commencé à jouer avec Street Complete, Romuald, il a complètement adhéré à la démarche. Et à midi, quand on a fini l'atelier, il a dit à sa maman, cet après-midi, j'appelle tous mes copains, on installe Street Complete sur nos téléphones et on fait tout le village. Le soir, il y avait 2000 contributions sur OpenStreetMap à Chorges, dans les Hautes-Alpes. Ça, c'est essayer d'élargir la communauté en agissant sur le levier individuel. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde au niveau du groupe? Au niveau du groupe, une manière de modéliser un groupe, ça peut être ce schéma que je présente à l'écran. Dans un groupe, en fait, vous avez toujours, si on prend par exemple le groupe des contributeurs et des contributrices OpenStreetMap de Grenoble, on est quelques dizaines, vous avez une minorité de personnes, 2, 3 personnes qui sont les proactifs. Les proactifs, ce sont ceux qui organisent les réunions, qui relancent les autres, qui réservent la salle, qui viennent une demi-heure avant pour tout installer. Et puis ensuite, vous avez quelques personnes qui sont les réactifs. Les réactifs, ce sont celles et ceux qui, lorsqu'on dit vous avez une idée de sujet pour la prochaine réunion, vont faire une proposition. Lorsque on demande de relayer une info, ils vont le faire. Et puis vous avez une grosse partie de personnes qui sont des observateurs, des participants passifs. Ils se contentent de venir aux réunions. Vous les invitez, ils viennent, ils s'intéressent, ils viennent se documenter, s'informer. Et puis vous avez des personnes qui sont hors du groupe. Et la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour proposer à des personnes qui sont hors du groupe de rejoindre le groupe, de venir participer aux réunions pour découvrir OpenStreetMap. Comment je peux proposer à des personnes qui sont observateurs inactives
la prochaine fois, est-ce que vous voudriez proposer un sujet? Vous voudriez assister de manière un petit peu plus engagée aux réunions? Et les réactifs, est-ce qu'on ne pourrait pas les convaincre la prochaine fois, par exemple, d'éditer le wiki pour mettre à jour le programme et ainsi d'être beaucoup plus engagés dans le groupe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est complètement illusoire de croire qu'on va avoir un groupe avec que des proactifs et des réactifs. Les observateurs, les inactifs, il ne faut surtout pas les exclure du groupe. Parce que si vous excluez le groupe, si vous les excluez du groupe, en fait, ce qui va se passer, c'est que mécaniquement, les réactifs vont devenir observateurs et vous allez perdre des personnes. Donc du coup, l'enjeu, c'est d'essayer d'accompagner les personnes pour monter les marques les unes après les autres. Alors comment on fait ça? Il y a différentes ressources, il y a différents outils qu'on peut mobiliser pour faire ça. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est qu'il faut essayer d'être le plus transparent possible. Il faut essayer de rendre visible le fonctionnement de votre groupe. Par exemple, j'ai accompagné l'année dernière le parc naturel régional du Vercors pour travailler sur OpenStreetMap sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle. Alors on a cartographié des aires de covoiturage, des arceaux vélos, des lignes de bus. Et en fait, ce qu'on a fait dès le début et tout au long du projet, c'est que toutes les ressources associées à ce projet, on les a partagées librement, mises à disposition de quiconque voudrait les utiliser, qu'il soit sur le territoire du parc ou pas, qu'il soit engagé dans le projet ou pas. Donc par exemple, j'ai écrit des requêtes pour récupérer dans OpenStreetMap toutes ces données thématiques sur la mobilité. Et ces requêtes, eh ben, on les a partagées. Donc quelqu'un qui souhaite aller juste voir les données, il ne veut pas s'engager dans le projet, il ne veut pas forcément devenir contributeur, en tout cas pas tout de suite, mais il veut juste aller voir. Eh ben, on lui donne toutes les clés, on lui donne toutes les ressources pour aller voir. De toute façon, le travail d'écrire ces requêtes, il a été fait, il a été financé. Donc autant le mettre à disposition, autant le partager. Et puis si un contributeur, une contributrice d'un autre parc, d'un autre territoire, veut aller voir ce que ça donne sur son territoire, les aires de covoiturage, les lignes de bus, eh ben, il a toutes les données en main pour pouvoir le faire. Et donc je crois beaucoup à cette manière de travailler, en fait, qui est complètement dans l'esprit du logiciel libre, qui est de mettre à disposition, sous licence libre, toutes les ressources de votre projet, toutes les documentations que vous partagez. Et ça va permettre aux personnes qui sont hors du groupe, peut-être plus tard, de rejoindre le groupe, ou aux personnes qui sont inactives, peut-être plus tard, de devenir actives, parce qu'en exécutant les requêtes sur les données de mobilité, elles ont pris conscience de la richesse, de l'exhaustivité, de la qualité de ces données, et ça va leur donner envie de rejoindre le cercle. Et ça s'applique en fait à tout domaine. Par exemple, dans les Alpes de Provence, une association de promotion d'une monnaie locale avait simplement contribué à OpenStreetMap pour aller renseigner sur tous les commerces et restaurants qui acceptaient la monnaie locale l'information dans OpenStreetMap. Et donc, du coup, eh ben, n'importe quel utilisateur, utilisatrice des données OpenStreetMap pouvait retrouver les commerces et les restaurants acceptant la monnaie locale. Et l'association a pu, du coup, faire une petite carte de tous les commerces et restaurants sur le territoire acceptant la monnaie locale. Voilà. Et ça, c'est possible avec OpenStreetMap et c'est possible avec de la contribution. À Marseille, j'ai rencontré un enseignant à la retraite, prof d'occitan. Et lui, sa passion, il y passe ses journées, c'est de renseigner les noms des rues et des lieux tout autour de Marseille en occitan. Et bien, à Marseille, dans OpenStreetMap, toutes les rues ont leur nom en occitan. Et ça, c'est une richesse supplémentaire apportée à la base de données. Enfin, et puisqu'on est pas loin de Grenoble, vous savez peut-être qu'à Grenoble, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent en vélo. Il y a une grosse communauté vélo. Et en fait, les contributeurs et contributrices OpenStreetMap de Grenoble, ils ne supportent pas, quand il y a un nouveau tronçon de piste cyclable qui est inauguré, qu'il ne soit pas à jour dans OpenStreetMap la veille. Et donc, du coup, je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'il y a des arceaux vélos qui sont installés, ils sont à jour dans OpenStreetMap. À chaque fois qu'il y a un nouveau tronçon de piste cyclable qui est inauguré, il est dans OpenStreetMap. Et ça contribue
au dynamisme de la communauté. Enfin, et c'est un petit peu l'appel que je voulais lancer dans cette conférence, au niveau du territoire. Pourquoi et comment c'est intéressant, c'est important pour un territoire de s'impliquer dans OpenStreetMap. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux d'OpenStreetMap. On commence par utiliser les données OpenStreetMap pour afficher une carte sur son site web, pour imprimer des cartes, pour avoir des données dans votre SIG. Je suis intervenu au mois de décembre pour la ville d'Échirolles et les services développement durable étaient très intéressés de savoir que dans OpenStreetMap, ils peuvent répéter les arbres et les parcs et le service urbanisme, les bâtiments et les rues. Donc ça, c'est utiliser OpenStreetMap. Mais utiliser les données OpenStreetMap pour son travail, c'est déjà une première forme de contribution. Ça bénéficie au projet. Et quand on utilise les données OpenStreetMap, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va évaluer ces données, on va constater les erreurs, les manques, les obsolescences. Et donc, du coup, on va avoir envie de contribuer pour corriger, pour compléter, pour mettre à jour ces données. Et donc, là, il y a plein de choses qu'un territoire peut faire. Il peut contribuer directement à un service SIG, mais aussi à un service thématique. Dans le parc naturel régional du Vercors, par exemple, le service en charge de la randonnée contribue à OpenStreetMap pour mettre à jour le balisage et les sentiers. On peut ouvrir des données pour aider les contributeurs et les contributrices à OpenStreetMap. Si une collectivité ou à nouveau sur un parc partage sous licence libre un jeu de données, on va pouvoir s'en servir pour contribuer à OpenStreetMap. Les contributeurs et les contributrices OpenStreetMap se servent énormément de bases de données en open data. La base de données du ministère de l'Éducation nationale pour les écoles, la base de données du ministère de la Santé pour les pharmacies, les bases de données de l'IGN qui sont en open data depuis 2021. Beaucoup de gens ne le savent pas encore, mais les données de l'IGN, le problème en 2004 de l'ordonnance survey, ça y est, on a inventé l'open data, le problème est réglé. Depuis 2021, les données sont sous licence libre. On peut se servir des données de l'IGN qui sont extrêmement qualitatives pour contribuer à OpenStreetMap. Et enfin, un territoire peut aussi organiser ce qu'on appelle des cartoparties. Alors, des cartoparties, c'est un événement dans lequel on invite des personnes à venir contribuer ensemble sur un temps donné, sur un territoire donné, à OpenStreetMap. Par exemple, autour de l'itinéraire La Durance à vélo, on organise une journée et on réunit des personnes qui sont des contributeurs et des contributrices OpenStreetMap, des personnes qui pratiquent le vélo et des personnes qui vivent et travaillent sur le territoire et qui sont donc des experts du territoire. Et toutes ces personnes, pendant une journée, ensemble, vont apprendre à contribuer à OpenStreetMap. Alors, d'une part, on passe un bon moment, on se parle bien, et en plus, on fait monter en qualité les données, on provoque des belles rencontres, et ça, on le fait aussi à Marseille, sur les données d'accessibilité. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, accessibilité pour les déficients visuels. Je peux vous dire que quand vous vous êtes baladé dans un quartier de Marseille avec une personne qui est en fauteuil roulant électrique ou avec une personne qui marche avec une canne blanche, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi c'est intéressant, important et utile de contribuer à OpenStreetMap sur les données d'accessibilité. Donc les cartoparties, c'est provoquer de la rencontre, c'est provoquer des liens, c'est permettre à des personnes de vivre ce que j'appelle l'expérience irréversible de contribution. C'est d'avoir cliqué une fois sur le bouton modifier, d'avoir ajouté, corrigé, complété, mis à jour une information. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire plein de fois. Et si on est 10 millions à le refaire plein de fois partout sur la planète, aujourd'hui dans OpenStreetMap, c'est 50 fois par seconde, partout sur la planète. OpenStreetMap, c'est un projet qui pulse à 50 Hz. Alors, on va encore améliorer la qualité de cette base de données, on va encore améliorer sa désirabilité, avoir plus de gens qui l'utilisent, donc plus de gens qui détectent les problèmes, les erreurs, les manques, les obsolescences, donc plus de gens qui contribuent. Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre le cercle ? Merci beaucoup Jean-Christophe.